Alors là, on va parler de ce qui se fait au Québec, d'une expérience, notamment à l'Université de Montréal, l'UQAM. Comme chez nous, il y a des guides pour les enseignants et les accompagnants à l'université, pour les étudiants handicapés, donc guide général. Et puis, comme en France, ça va être le cas, mais dans les mois qui viennent, je ne sais pas à quel moment, ils ont élaboré un guide spécial donc, pour l'autisme, pour les TSA, et puis pour d'autres handicaps. Voilà, pour différents handicaps, il y a des guides spécifiques. J'ai pris 2 extraits parce que j'ai pas repris toutes les rubriques, mais naturellement, il y a une série de rubriques qui redéfinissent l'autisme, etc. Et là, j'ai choisi simplement les aménagements qui sont proposés dans ce petit guide, donc des conseils pour l'accueil des étudiants avec TSA. Alors, par exemple, il y a 2 séries de conseils. La première, c'est pour les situations d'examen. Alors, qu'est-ce qui est proposé ? Eh bien, par exemple, permettre l'utilisation d'un ordinateur portable. C'est vrai que, voilà, ça, pour un certain nombre d'étudiants autistes, ça peut être tout à fait important parce qu'effectivement, ils peuvent avoir des difficultés, une certaine lenteur à écrire, etc. La possibilité de recevoir des explications individuelles pour s'assurer de la compréhension des consignes, parce qu'effectivement, voilà, ils ont des problèmes quelquefois d'attention, donc puis ils ont besoin qu'on s'adresse à eux, non pas pour, naturellement, on ne va pas leur donner les réponses, mais on va s'adresser directement à eux et s'assurer qu'ils ont bien compris la consigne. Utiliser une minuterie pour favoriser la gestion du temps, c'est le fameux timer qu'on utilise aussi dans la scolarisation pour les élèves autistes. Faire l'examen dans un local isolé, donc ça peut être tout à fait important vraiment pour certaines de ces personnes, pour leur concentration, pour atténuer le bruit ambiant. Bon, même s'il n'y a pas énormément de bruit au moment des examens, mais quand même, des fois, il y a tellement d'étudiants que, en tout cas, c'est des sources de distraction et puis ça peut perturber l'étudiant. Lui donner une place près de la sortie, voilà, lui permettre naturellement de quitter la salle si c'est nécessaire. Et puis, bien sûr, mais ça c'est déjà le cas en France, bénéficier d'un temps supplémentaire pour faire l'examen, atténuer le bruit ambiant à l'aide d'écouteurs ou de casques, etc. Ça montre là quand même qu'on est bien conscient des particularités autistiques et notamment des particularités sensorielles. C'est ce besoin justement de faire des pauses, d'être isolé, de ne pas être dans un endroit trop bruyant, etc. Donc voilà les dispositions qui sont proposées pour l'examen. Et pour les cours, alors pour les cours, eh bien, on propose l'aide d'un preneur de notes. Donc un accompagnant, mais qui prend les notes à la place de l'étudiant. Et ça, c'est vrai que ça peut être très, très utile parce qu'effectivement, certaines personnes, alors pas toutes, c'est variable d'une personne à l'autre, mais peuvent avoir des difficultés à écouter et à écrire. C'est-à-dire que si elles écrivent, elles n'écoutent plus. Voilà, c'est-à-dire cette difficulté de faire 2 choses en même temps. Bien souvent, ils sont complètement dans ce qu'ils font. Donc, s'ils se mettent à écrire, ils n'écoutent plus. Et s'ils écoutent, eh bien, ils ne peuvent pas écrire. Donc, c'est l'un ou l'autre. Recevoir des instructions explicites pour l'organisation du matériel et du temps. Donc, voilà, leur proposer un cadre bien précis. Et c'est vrai que ça, Stéphanie en témoignait. C'est vrai que dans les universités françaises, bien, les consignes qui sont données aux étudiantes sont quelquefois pas assez précises pour des personnes autistes. Donc, là, donner des instructions explicites, ça c'est important. Utiliser une enregistreuse audio numérique, ben oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi. Recevoir les notes de cours et les résumés de lecture à l'avance, c'est vrai que ça serait bien utile, et encore une fois, y compris pour les étudiants tout venant. Sélectionner attentivement les collègues de travaux d'équipe
Et ça me fait penser à ce que dit Valentin, hein, cette difficulté qu'ont les étudiants autistes, les jeunes autistes, à travailler en groupe. Donc, si on veut vraiment mettre en place un groupe de travail, faire attention aux personnes qui vont participer avec l'étudiant autiste, à choisir ces personnes, que ce ne soit pas n'importe lesquelles, hein, pour que justement ce travail de groupe soit possible. Ou alors adapter les modalités de travail, hein, si on voit que ce n'est pas possible, permettre le travail en individuel à la place du travail en groupe, ou alors permettre un travail à l'écrit alors qu'il devait se faire à l'oral, hein, c'est-à-dire que là, montrer une certaine flexibilité. C'est ça l'inclusion, hein, la vraie inclusion, c'est le milieu d'accueil, hein, qui fait l'effort de s'adapter, hein, et qui se montre un peu flexible. Et puis, établir un moyen de communication adéquat avec les tiers, le courriel plutôt que le face-à-face. C'est vrai que les personnes autistes sont beaucoup plus à l'aise dans la relation par mail que dans une relation de face-à-face. Alors voilà le genre de conseil qui est donné. Alors après, je voudrais vous parler toujours au Québec, d'un programme de tutorat qui a été mis en place à l'Université de Montréal avec des étudiants. Il y avait des autistes, mais pas uniquement, c'est-à-dire c'était des étudiants avec un handicap non visible. Et dans cette catégorie, ils rangent TA, c'est-à-dire les troubles d'apprentissage en général. Alors ça correspond à tout ce qu'on appelle les 10, dyslexiques, etc. TDAH, troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TSA, là on est dans le domaine de l'autisme. Et puis TSM, pour eux c'est troubles de santé mentale, ce que nous appelons, nous, troubles psychiques. Et donc pour ces étudiants, ils proposent donc ce qu'ils appellent un jumelage, ou donc une sorte de tutorat, hein, avec des étudiants tuteurs. Hein, là, ceux qui jouent le rôle d'accompagnants sont des étudiants. C'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher un autre étudiant pour jouer le rôle d'accompagnant et pas une personne comme ça, parce que c'est moins stigmatisant. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'un accompagnant, c'est pareil d'ailleurs pour la scolarité, c'est à la fois nécessaire, mais en même temps, il y a des élèves qui en ont bien conscience et qui parfois ont tendance à ne pas vouloir de l'accompagnant, même s'ils en ont besoin, parce qu'effectivement, aux yeux des autres, c'est quelque chose d'un petit peu stigmatisant. Mais si c'est un père, PAIR, qui joue le rôle d'accompagnant, c'est un petit peu différent et c'est moins stigmatisant. On essaie de les inciter, naturellement, à poser leur candidature en leur expliquant que pour eux, c'est une expérience intéressante, hein, qui peut d'ailleurs leur être utile par la suite. Hein. Pour certains, ça peut être une première expérience professionnelle, notamment ceux qui sont dans le champ de la psychologie ou dans le champ de l'enseignement. Hein. On a choisi justement ces deux domaines pour aller chercher justement ces étudiants qui vont jouer le rôle d'accompagnants. On leur demande de faire une lettre de motivation. Et donc, on leur signifie que leur travail va être rémunéré et pris en compte. Alors, ce tuteur, eh bien, il va travailler sur un certain nombre de stratégies. Alors, je les cite, la gestion du temps, l'organisation, hein, la concentration, notamment pour certains, la mémorisation, l'organisation, les stratégies d'études, mais aussi la lecture, la rédaction, l'écriture, hein, parce que c'est vrai que voilà, quand on est étudiant, il faut rédiger des rapports, etc. La prise de notes, la révision des notes, la préparation des examens, voilà, tout ce qu'un étudiant doit faire là et travailler avec le tuteur. Alors ces tuteurs bénéficient d'une journée de formation et on leur propose donc de se rencontrer et de s'organiser ensemble. En fait, ils doivent se rencontrer au moins une fois par semaine pendant 1 ou 2 heures pour travailler ensemble, hein, selon les besoins de chacun, notamment de celui qui est tutoré. Donc, ils vont se rencontrer et travailler donc tous ces aspects de ces tâches que doit faire l'étudiant. Alors bien sûr, les tuteurs, ils peuvent
s'ils rencontrent des difficultés, demander l'aide d'un formateur, s'ils éprouvent de la difficulté. Alors cette expérience a été suivie par des chercheurs qui, après, ont fait une évaluation justement sur ce travail de tutorat. Voilà. Alors je montre un tableau là pour faire apparaître ce que justement ces tuteurs vont travailler notamment avec les personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Alors ils travaillent les stratégies d'apprentissage, planification, organisation et gestion du temps, la gestion du matériel, la lecture des documents, les priorités, voilà, tout ça. C'est vrai que voilà, certaines de ces personnes ont des compétences, mais peuvent avoir des difficultés d'organisation, planification, rédaction des travaux écrits, gestion de l'étude et de la passation des évaluations, gestion du stress aussi, parce que c'est vrai que, voilà, et notamment quand il y a des évaluations ou des examens, ça peut être stressant. Donc voilà tout ce que travaillent les tuteurs avec leur tutoré. J'ai connu des difficultés assez importantes pour suivre les cours et prendre des notes. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement attentif. Pas au cours, en tout cas. En plus de ça, j'ai régulièrement des problèmes de comportement qui sont liés à mes difficultés de compréhension. Quand j'ai envie de poser des questions, par exemple, souvent quand vous êtes en classe, vous levez la main. Vous devrez lever la main. Vous savez que vous connaissez la règle. Bah, régulièrement, je pense pas. Je fais pas souvent, je fais pas très souvent ce geste. Enfin, si, je le fais des fois, mais je le fais pas constamment. Et pourtant, ça devrait être la règle de le faire. Bon, il y a ceux qui ont besoin d'un accompagnement constant, il y a ceux qui ont besoin d'un accompagnement ponctuel, et puis il y a ceux, au fond, qui peuvent peut-être s'en passer. Mais ils ont peut-être besoin quand même de recommandations, d'une espèce de cadre. Et c'est vrai que ces scénarios proposés sont tout à fait intéressants. Ils datent de 2013 et voilà, ça a été proposé par la Fédération québécoise de l'autisme. Alors j'ai choisi donc le scénario qui concerne le comportement en classe. Alors je vous lis. Des fois je dis tout haut ce que je pense pendant un cours. C'est le cas de Joanne, elle est tout à fait dans cette situation-là. Ils ont des difficultés à gérer là, leur comportement. Quelque chose leur passe par la tête. Impulsivité, et d'ailleurs l'autisme est parfois accompagné justement d'impulsivité, voire même d'hyperactivité, et donc voilà, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire tout haut ce qui leur passe par la tête. Donc on leur signifie que ça peut déranger les autres étudiants et le professeur. Donc qu'est-ce qu'on leur propose? Eh bien, si je pense à quelque chose, au lieu de le dire tout haut, je dois l'écrire sur une feuille que je laisserai sur mon pupitre pendant le cours. Et à la fin du cours, je vais voir le professeur, je lui dirai les choses que j'ai écrites sur ma feuille. Je dirai seulement les choses que je veux que mon professeur sache. Je ne suis pas obligée de tout lui dire. Donc ça peut être intéressant en effet de noter tout ce qui me passe par la tête. Après, il faut peut-être que je réfléchisse. Je n'ai peut-être pas besoin à la fin du cours de tout communiquer. Donc je ferai peut-être des choix, mais j'irai donner mon papier. J'irai dire au professeur ce que j'ai écrit sur mon papier. Je dois aussi demander à mon accompagnateur, donc si j'en ai un. Si je n'en ai pas, je peux demander à un autre étudiant de la classe en qui j'ai confiance de me toucher l'avant-bras si je dis tout haut des choses que je pense pendant le cours. C'est-à-dire que quelquefois, il ne faut pas grand-chose. C'est-à-dire que comme ils sont impulsifs, une idée leur passe et voilà, et ils l'expriment tout de suite. Donc c'est vrai qu'il suffit de leur rappeler, effectivement, par un geste amical, pas forcément, voilà, très discrètement, leur taper sur l'épaule, ce qui signifie, attention, là, il vaut mieux ne pas intervenir, il vaut mieux l'écrire sur ta feuille et ne pas déranger tout le monde. Alors, par rapport à la colère, parce qu'effectivement, c'est des comportements qui perturbent pendant les cours. Parfois, je suis en désaccord et même fâchée, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et lorsque j'exprime ma colère en classe, ça dérange le professeur, mon accompagnateur, si j'en ai un, et les autres étudiants.
Donc, quand je me sens agressif, je dois sortir de la classe pour respirer un peu d'air pendant 10 minutes, puis revenir en classe. Hein. C'est-à-dire, voilà, on leur prépare le scénario. Là, tu sens que tu n'es pas content, il y a quelque chose qui t'a perturbé. Eh bien, au lieu d'exploser, pense à sortir dehors, hein, aller respirer pendant 10 minutes. Hein. Et si j'ai un accompagnateur, je l'avertis par écrit au lieu de lui dire tout haut. Hein, il vaut mieux, effectivement, voilà, pour ne pas déranger les autres, l'écrire. Si je suis agressif en classe et que je ne sors pas dans le corridor par moi-même, le professeur me demandera de sortir. Hein, là, on lui dit ce qui va se passer s'il ne fait pas ce qu'on lui recommande. Donc, je peux aller voir un intervenant du service d'aide à l'intégration. Donc, si je sors, hein, soit je sors simplement pour me détendre, hein, pour respirer un petit peu, mais je peux aussi aller voir le service d'aide, hein, puisqu'il y a un service à disposition. Ça peut être aussi une façon d'expliquer un petit peu ce que je ressens. Alors, en cas de triche, alors ça c'est aussi intéressant et ça concerne notamment, assez spécifiquement les autistes qui sont très soucieux des règles et de l'application des règles. Donc c'est vrai que s'ils sont en train de passer un examen et s'ils voient d'autres étudiants tricher, ça va être très très difficile pour eux de ne pas intervenir. Donc là, on leur dit ce qu'il faut faire. Hein. Au cours de la session, je dois m'attendre à passer des examens, à faire des travaux. Mon professeur utilise les examens et les travaux pour voir ce que j'ai appris durant les cours et s'en sert pour me donner une note. Il peut arriver que je me rende compte que certains élèves trichent. Par exemple, ils peuvent s'échanger des réponses, utiliser d'anciens travaux, etc. Et là, on lui dit explicitement, c'est la responsabilité du professeur de s'assurer que les élèves ne trichent pas et ne respectent pas les règlements de la classe. C'est lui qui détient l'autorité, qui a le pouvoir d'intervenir. Donc, par exemple, il peut avertir les personnes, leur donner une mauvaise note, etc. Donc, je ne dois pas m'occuper de ces situations. Je dois simplement me concentrer sur mes travaux, sur mes examens et mes travaux. Voilà, je ne dois pas intervenir. Et en cas d'erreur du professeur, alors ça c'est un classique, on leur redit là, tout le monde peut faire des erreurs à un moment ou à un autre. Si j'interromps le professeur pour lui dire qu'il a fait une erreur devant la classe, celui-ci peut se sentir inconfortable, fâché, contrarié, etc. Je peux profiter de la pause ou de la fin du cours pour lui demander à mon professeur s'il a le temps de discuter. Après tout, voilà, si vraiment je sens qu'il faut que je le dise, voilà, au moins tu attends la fin du cours et puis tu iras voir le professeur et à ce moment-là, tu peux échanger avec lui. Et il ne le prendra pas de la même manière que si tu le dis naturellement devant tous les autres élèves. Et s'il est disponible, tu peux discuter, 10 minutes suffisent pour lui expliquer ton point de vue. Voilà, et le professeur appréciera d'avoir pu donner son cours et de ne pas avoir été perturbé. Effectivement, ces scénarios sociaux, là, c'est écrit, et puis on va lui demander d'ailleurs sans doute de les apprendre, de les avoir bien en tête. Il faut qu'il les ait tout le temps avec lui, quoi. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de leur dire, mais bien souvent, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Pour eux, c'est tellement insupportable que, voilà, ils passent outre.